Et là, cette année 2013, nous avons fait notre premier gala en faveur des animaux, avec le principe d'une tombola. Donc cet argent qui est recueilli va aux associations qui sont venues au gala, et nous permet 2014, notre premier colloque à la faculté de droit en faveur des animaux. Donc le thème sera l'animal, sujet ou objet. Parce que vous savez que dans le code civil, il est placé d'une certaine manière, c'est un bien immeuble. Dans le code pénal et dans le code de l'art, c'est encore autre chose. Donc il va falloir qu'on accorde tout ça, et donc on a décidé de faire ce colloque, non pas dans un café comme aujourd'hui, mais à la faculté de droit. Retenez peut-être cette date, le 11 avril 2014. La question sur le collectif animalier, oui. Notamment où vous êtes situé, votre association. Alors on n'a pas de siège social parce que le principe d'un collectif, c'est pas comme une association. Une association, elle a l'obligation d'avoir un siège social, a l'obligation d'avoir un président, un secrétaire, un trésorier. Nous, on n'a pas voulu avoir cette structure lourde. Un collectif, c'est chacun se rassemble, on envoie des mails et on se retrouve dans un lieu. Donc la prochaine réunion, ça sera, on vous informe par mail. Donc on n'est absolument pas subventionné, donc on est libre de penser, contrairement à d'autres associations de défense animalière qui, si c'est le conseil général de la mairie les subventionne, ben, de temps en temps ils sont obligés de mettre pédale douce, on va dire, sur leurs actions. Hein, voilà. Nous, il n'y a pas de pédale douce, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on décide ensemble. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Chantal Fontanesi, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. C'est la présidente de l'association Justice pour les animaux. Chantal nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, de nous donner de son précieux temps. Donc je vais lui laisser le temps de vous parler de son association. Merci. Oui, bonjour, je vous remercie. Déjà, je remercie Marie de vous avoir invité. Et avant de vous parler, de vous présenter notre association, il me semble important, parce qu'il existe effectivement une maltraitance que Christian Razeau vous a parlé, qui est sociétale et qui est individuelle. Et à titre individuel, je suis végétarienne depuis l'âge de 20 ans. Parce que pour nous, enfin pour moi, c'est essentiel. Un animal a droit au respect et à la vie et de ne pas manger un animal. Donc, en étant seul, c'est difficile de lutter contre les élevages, contre les abattoirs, contre ce qui se passe pendant les transports. Donc, à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de lutter contre cette souffrance en étant végétarienne. Maintenant, les années ont passé, je me suis toujours, c'est-à-dire qu'il faut aussi au niveau des produits d'entretien, au niveau des produits pour cosmétiques, vraiment, c'est une éthique de vie, un combat de tous les jours. Et en 2011, nous avons créé une association qui s'appelle l'association Justice pour les animaux. Cette association vient en aide aux animaux maltraités, en souffrance, dans la ville, en la campagne, dans les environnements. On nous signale une maltraitance, on nous appelle, on intervient. On intervient comment? Déjà avec une enquête de voisinage, et ensuite on retire le petit quand il est maltraité. Dernièrement, on retirait un petit bonhomme de 7 mois qui s'appelle Caramel, qui était attaché depuis l'âge de 2 mois à des placards techniques dans le couloir d'un immeuble. Pour beaucoup de personnes, l'animal est considéré comme un bien meuble, un objet, et la souffrance animale n'est pas prise en compte. Notre association est là, nous prenons, parce qu'il est inimaginable et on ne peut pas envisager de laisser un animal en souffrance. Donc là, on lance un appel vraiment du fond du cœur. Nous avons mis des affiches. Il y a Evelyne qui peut répondre à vos questions, c'est après dans l'après-midi, dans le courant de la journée. Nous avons besoin de familles d'accueil relais, en attendant les adoptions. Qu'est-ce qu'une famille d'accueil relais? Lorsque nous retirons un animal qui a été battu, qui a été affamé, qui a été attaché, qui a été traité vraiment d'une manière inhumaine, nous le prenons. Les premières choses à faire, c'est que nous le confions à une famille d'accueil, le temps ensuite de l'emmener chez un vétérinaire. Chacun de nos petits va chez les vétérinaires. S'il faut les faire
hospitalisés, opérés, on le fait. Et en attendant, nous avons besoin de familles d'accueil relais. Si nous n'avons pas les familles pour pouvoir accueillir nos petits protégés, on ne peut pas les prendre, ou alors, comme actuellement c'est le cas, il y a 3 d'entre eux qui sont dans des refuges, et pour nous, ce n'est pas du tout un sauvetage réussi. Nous avons 3 urgences avec un chien qui s'appelle Max, Tao et Bruni. Je sais pas, mais je regarde. Quelles sont les alternatives qui existent à la viande si on veut pouvoir combler nos carences tous les jours sans avoir à faire de protéines carnées? Eh bien, il existe dans la hiérarchie alimentaire, il existe effectivement une pyramide qu'on peut symboliser comme ça, avec tout en haut les aliments qui sont les plus riches en vitalité qui existent sur la planète, qui sont les algues et les graines germées. Donc ça, il n'y a pas besoin de le prouver, ça a été démontré plusieurs fois. Et donc tout en haut de cette pyramide, on a les aliments qu'on appelle les aliments biogéniques, donc ces graines germées et ces algues, qui transmettent la vie directement. Ce sont des aliments vivants dans lesquels il n'y a absolument aucune carence. Ce qui veut dire que si on veut combler au quotidien nos carences alimentaires, il suffit d'introduire dans l'alimentation courante des graines germées et des algues marines, et à ce moment-là, on comble tout simplement nos carences en vitamines, en protéines, en oligo-éléments, en minéraux, en enzymes. Il faut savoir que les enzymes sont détruits à 40 degrés la plupart du temps. La cuisson, la congélation, la conservation détruisent 40 à 50% des propriétés des aliments. Et nous sommes, moi ce que je dis depuis 30 ans, c'est que nous sommes des énergivores. Avant tout, nous sommes des consommateurs d'énergie. Donc si on regarde quels sont les aliments les plus vitalogènes qui existent sur la planète, et qu'on les introduit dans notre alimentation, on va tout simplement absorber de l'énergie sans avoir besoin de manger des grosses quantités d'aliments. Donc ces aliments-là sont des aliments très riches en énergie. Donc vous avez effectivement en deuxième position les légumes et les fruits biologiques, qui sont des aliments qu'on désigne comme étant bioactifs, parce qu'ils transmettent la vie également. Donc si on mange des légumes frais, des fruits frais, des graines germées et des algues, on a tout ce qu'il faut pour combler effectivement nos besoins en énergie et également en éléments nutritifs pour nourrir nos cellules. En dehors de ça, le choix alimentaire est très important également pour notre évolution. Quelle évolution avons-nous envie de donner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Et comment voulons-nous évoluer nous-mêmes? Quel sens voulons-nous donner à notre vie également? Voilà, ça c'est important. Et le choix des aliments joue un rôle sur notre comportement. Il suffit de voir par exemple des sportifs sur un ring en train de se bagarrer. C'est sûr que s'ils mangent des graines germées, ça ne va peut-être pas suffire. Alors ils mangent du sang, ils mangent des produits animaux qui vont les exciter, les rendre agressifs. Et il faut voir qu'effectivement, tout ce qui est à base de sang rend les gens beaucoup plus agressifs. C'est pour ça que, étant donné que l'alimentation principale de la planète étant une alimentation animale, les gens, vous voyez le résultat, il y a beaucoup de guerres sur la planète, il y a beaucoup d'agressivité et beaucoup de conflits qui sont liés également au comportement humain. Alors que si on mange des végétaux régulièrement, on verra notre comportement se modifier en allant et on va acquérir beaucoup plus de sagesse. Et ça se fait naturellement. Donc voilà, ça c'est aussi une réflexion à faire, à avoir, non seulement pour protéger le monde animal, mais aussi pour donner un sens à notre vie. Ça c'est important. Et en quatrième position, donc toujours dans cette pyramide alimentaire, qu'est-ce qu'on voit arriver? On voit arriver les céréales, la viande, le poisson, les sous-produits animaux, donc les œufs, etc., qui sont des aliments qu'on va nommer des aliments comme étant des aliments de soutien, uniquement. Mais ils ne jouent pas de rôle actif dans notre évolution. Voilà. Ils vont combler un besoin alimentaire sans plus.
Et en quatrième, en dernière position, tout en bas, on a des aliments qui sont des aliments biocidiques, parce qu'ils détruisent la vie. Donc c'est tout ce qui est sel, café, alcool, chocolat, confiserie, sucre, en excès bien entendu. Hein. Donc tous ces aliments-là, les gâteaux, les pâtisseries, les aliments raffinés, vont détruire peu à peu notre vie parce qu'ils vont rendre nos cellules pathogènes. Alors, ça c'est une photo d'un bilan Irido, par exemple, avec la lutte. Donc tout ça pour dire que ce sont la naturopathie, c'est individualisé, personnalisé. On n'aura pas, par exemple, les mêmes conseils, ne serait-ce que conseils alimentaires, pour tout le monde. Je veux dire, il y a un mode de vie, il y a des goûts personnels, il y a des constitutions, il y a un tempérament. Donc individualisé. Donc bilan Irido. Ensuite, donc effectivement, j'ai une harmonisation nutritionnelle, donc réglage alimentaire, hein, ça passe par là en premier. Hein, on ne va pas s'investir dans, je ne sais pas, par exemple des compléments alimentaires qui parfois peuvent être un peu coûteux pour certains, s'il y a déjà des erreurs dans l'assiette. Dommage, en plus malhonnête. Je commence par ça. Toutes les biothérapies, les huiles essentielles, les plantes, les bourgeons des plantes. Je travaille beaucoup avec les bourgeons. La gémothérapie, pour ceux qui ont entendu parler. Gémothérapie. Les minéraux, les oligo-éléments. Réflexologie plantaire également pour ma part. Et massage. Donc, et accompagnement psycho-émotionnel. Effectivement, un des piliers de la naturopathie, c'est l'hygiène psychique. Donc, on n'est pas au-dessus. Alors, une première interrogation, est-ce que toutes ces troubles de santé, ces maladies, est-ce qu'il faut les considérer comme des ennemis? Parce qu'on entend souvent ces termes de combattre, lutter, florer. Je ne suis pas sûre que c'est personnel, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Même si le naturopathe n'est pas intéressé par le symptôme, qui n'est que l'expression visible finale d'un mal-être bien plus général, d'un désordre plus général, pour la naturopathie, ce symptôme est quand même l'expression de quelque chose qui est en souffrance. C'est quand même une expression qui nous intéresse. Parmi nous, d'ailleurs, hein, toutes les médecines traditionnelles chinoises et autres, on est sur ce principe-là. Voilà. Donc, comprendre les raisons de nos troubles de santé, ça, nous, en naturopathie, comme toutes les autres médecines traditionnelles, on a une vision globale, holistique. Moi, je dis corps, cœur, esprit. On ne sépare pas. Hein. Séparer. Donc, dans cette vision holistique, on a cette part émotionnelle qu'on ne peut pas ignorer, qui peut nous mener à certaines somatisations. Donc, j'ai mal à l'estomac, le docteur, j'ai fait tous mes examens, on est ok, j'ai rien, c'est dans la tête. Comment on ne l'active pas? On peut faire 8 tartelettes avec cette quantité. Donc je vais la couper au couteau. Enfin 8 à 10 tartelettes. Alors comme je peux faire 8 parts égales, on prend un petit peu de chaque partie pour faire un gâteau tartelette. Alors on refait une petite boule pour casser
assis à partir de bulles, comme en cuisine indienne. Voilà, j'ai fait le moule. On va s'arrêter à 3. Alors, après, vous prenez le moule, vous détaillez. Peut-être on peut s'essuyer les mains avant pour pas se servir à l'extérieur. Et vous essayez de faire des petits bords, un fond et des bords. Alors, les fameuses études qui ont eu lieu ont montré donc les diminutions de ces maladies qu'on appelle maintenant les maladies des pays d'abondance. L'obésité, tout simplement par la teneur en fibres que contiennent les végétaux, donc qui amène une consommation, une satiété plus rapide et plus complète par rapport à une alimentation ultra carnée, si je puis dire. C'est ainsi qu'on a trouvé que, toujours dans l'étude du professeur Campbell, que les Chinois des milieux ruraux qui consommaient, je crois qu'ils consommaient presque 3000 calories par rapport à un Américain qui devait consommer 2500, étaient beaucoup plus minces, malgré leur consommation en plus de calories, parce que la variété de ce qu'ils mangeaient était différente. Les cancers, on commence à le dire, parce que j'ai quand même entendu à la télé qu'ils ont dit que le cancer du côlon était lié à la viande, on commence à le dire, c'est connu depuis plus de 20 ans. Donc le cancer du côlon est lié à la viande, comme la cigarette, au saumon, et le cancer de la prostate est lié aux produits laitiers, de la même façon. Donc si vous voyez les graphiques, c'est prostate et ovaire en fait. C'est assez spectaculaire, donc c'est directement lié à la consommation. Les maladies cardiovasculaires, je pense que c'est surtout les infarctus du myocarde et les AVC. C'est connu qu'il y en a beaucoup moins dans les pays qui sont moins développés. Ils mangent moins de tout en fait. Et dans les milieux donc ruraux de la Chine, dans l'étude. Il y a un médecin américain qui a comparé le nombre de décès par infarctus et AVC aux États-Unis. Parce que je pense qu'il a dû écrire un article de l'année où ça s'est passé, à la catastrophe du 11 septembre. Il a dit qu'il y a eu à peu près 3500 personnes décédées le 11 septembre. Et on les pleure tout le temps, c'est normal, après ce qui s'est passé. Mais on ne parle pas des 3500 personnes mortes d'infarctus et d'AVC aux États-Unis, qui est en fait le résultat de l'alimentation occidentale. De la levure s'il vous plaît, je dis levure, plutôt poudre à lever sans phosphate. Parce que celle du commerce, il y a du phosphate. Qu'est-ce que je vais avoir comme ingrédient? Je rajouterai tout à l'heure quelques gouttes d'huile essentielle d'amande amère. C'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est vraiment de l'huile essentielle, c'est pas de l'arôme d'amande amère. D'amande amère, bien entendu, des pommes que j'ai déjà préparées. Chinois, j'ai remplacé par des brocolis. Bio. Donc je vais, et puis de l'huile neutre, de l'huile bio. Je vais commencer à préparer mon mélange de produits secs, c'est un choix. Donc, 270 g de farine, gâteau moelleux aux pommes, oui. Bon, je vais 8 grammes de plus, mais donc j'aime pas. Bon. Là, je vais mélanger la farine, la poudre d'amande, 80 grammes,
ça, 80 grammes. Vous avez réservé à elle ou à moi? Ah si, il y en a. Ah, je pensais que vous en aviez réservé. Elle est composée par nombre, alors comment on en a plusieurs de côté. Bon, un peu plus, ça donnera tout ce qu'elle joue. Et donc, je vais mélanger légèrement là, mes produits secs que je vais rajouter après. Là, je vais m'occuper maintenant de mon tofu soyeux. Le tofu soyeux, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, que 3% de matière grasse, ça a la consistance un peu de crème, et ça vous apporte en cuisine du moelleux, ça vous remplace les œufs, ça vous remplace beaucoup de choses. S'il te plaît. Je vais en profiter pour peser mon sucre. Bon, voilà. Pendant qu'on ouvre la boîte de tofu soyeux, je vais préparer mes 200 grammes, 210 grammes de sucre. Disons que moi j'ai préféré l'alléger légèrement en sucre. Il s'agit de sucre blond, hein, qui n'est pas raffiné vraiment. Hein. Hop.